Salut l'ami, comment ça va? Bienvenue à Béni Excellence. On a des livres, fais de ton choix pour peaufiner tes compétences. On a des livres de la culture, de la jeunesse et de la science. T'inquiète pas, tout est gratuit. Sensibiliser les populations sur la mise en vigueur de l'assurance maladie au Bénin, c'est l'objectif de cette conférence pour laquelle vous êtes là ce soir. Une conférence organisée par l'ONG Béni Excellence avec l'appui de la Fondation Vallée. Et pour parler de ce sujet très intéressant, un sujet d'actualité bien entendu, l'assurance maladie universelle au Bénin, nous avons invité pour vous un grand homme, quelqu'un du domaine, une personnalité qui s'y connaît très bien et qui va nous faire la conférence de ce jour sur le thème l'assurance maladie universelle au Bénin. Il est maître assistant du CABES, enseignant-chercheur à la FASED à l'UAC, ex-DG de l'ANPS, projet Arche, c'est-à-dire l'assurance pour le renforcement du capital humain. Il y a des gens dans la salle qui ont une assurance maladie. Une personne de 3, non, vous ne comprenez pas, vous c'est obligatoire de chez vous. Donc de 3 personnes dans la salle. Disons 4 personnes. Ok, donc c'est à peu près l'image qu'on a dans le pays de l'accès à l'assurance maladie. Je vais donc exposer mon point, mais en réalité ça peut aller très vite parce que je vais ramasser des points. Je vais nous parler rapidement de ce que c'est que l'assurance maladie. Vous savez, quand on parle d'assurance maladie d'abord, c'est un mécanisme qui permet de se prémunir contre les épisodes de maladie. Donc, en réalité, vous cotisez de l'argent, vous payez ce qu'on appelle des primes quelque part, et quand vous êtes malade, l'assurance se charge d'aller payer vos factures de soins à votre place. C'est ça le mécanisme d'assurance maladie. C'est tellement bien que dans beaucoup de pays, on fait l'effort de permettre à toute la population d'avoir accès à l'assurance maladie. Et quand toute la population a accès à l'assurance maladie, on parle d'assurance maladie universelle. Donc, mettre en place une assurance maladie obligatoire peut permettre de soigner une grande partie de la population pour les maladies les plus courantes. Et ensuite, on doit prendre les dispositions pour que ceux qui n'ont vraiment pas les moyens, ceux qui sont des pauvres ou des pauvres extrêmes comme on en a dans nos pays, il faut absolument que l'État prenne les dispositions pour les secourir et leur offrir gratuitement l'assurance maladie. Donc voilà les grandes conditions si nous voulons réussir l'assurance maladie universelle. Le Bénin a commencé l'expérience depuis. C'est vrai que dans les années 2006-2008, le Bénin avait lancé une initiative appelée Régime d'assurance maladie et RAMU, le Régime d'assurance maladie universelle RAMU. Bon, ça a fait son bonhomme de chemin. Mais en 2016, quand le chef de l'État, Patrice Talon, a fait le bilan, il s'est rendu compte qu'il y avait un problème et que ça ne marchait pas. Et dans ce cadre-là, le chef de l'État a regardé un ensemble de programmes d'aide aux populations qui existaient. On avait la césarienne gratuite, on avait le paludisme, la prise en charge du paludisme pour les enfants et les femmes enceintes gratuitement. Il y avait de petits programmes comme ça qui dépensaient beaucoup d'argent, mais en réalité, toute la population n'était pas couverte. Et en conséquence, le chef de l'État a demandé de mettre en place une réforme, une nouvelle stratégie où on va combiner tous ces anciens programmes pour créer un véritable programme d'assurance maladie universelle afin de prendre en charge toute la population béninoise, d'une manière ou d'une autre. Mais dans ce cadre-là, l'idée a été trouvée également de dire, mais les pauvres qu'on va prendre en charge, il ne faut pas qu'ils soient en situation de pauvreté éternellement. Trouvons des mécanismes pour les aider par ailleurs avec d'autres choses pour que, au bout de 2-3 ans, ils puissent sortir de leur situation de pauvreté et se prendre en charge. D'où l'idée du projet Assurance pour le renforcement du capital humain H, où on a mis un paquet de 4 services de protection sociale. L'assurance maladie étant bien entendu le cœur du système,
Nous avons la formation professionnelle, donc il faut améliorer la compétence des individus. Ensuite, nous avons la mise à disposition de crédits pour leur permettre de développer une activité génératrice de revenus. Et on se dit, quand ils seront vieux, il faut qu'ils aient toujours des sources de revenus. Donc, il faut leur préparer une retraite. Il faut reconnaître que dans sa première version, la loi avait fixé au 1er janvier 2022 le démarrage de la phase obligatoire de l'assurance maladie. Mais la deuxième loi intervenue le 9 octobre 2022 indique que la date a été reportée au 1er janvier 2023, donc de cette année. Tous les employeurs devraient déjà prendre les dispositions pour offrir l'assurance maladie à leurs employés s'ils sont dans l'illégalité. Et le chef de l'État récemment a rappelé que même ceux qui ont des chauffeurs à la maison, des domestiques à la maison, sont tenus de respecter. Parce que dans cette position, vous êtes des employeurs, ils sont vos employés à domicile. J'ai tantôt parlé donc des pauvres extrêmes qu'il faut identifier. C'est un lourd processus. Quand on dit que l'État veut aider les pauvres extrêmes, subitement tous les bénévoles deviennent pauvres extrêmes pour pouvoir bénéficier de cela. Aussi bien dans l'administration publique que dans les entreprises, dès qu'on dit « Ah, l'assurance maladie est gratuite pour les pauvres extrêmes », on dit « Ah, monsieur, nous aussi on est pauvres extrêmes ». Donc, il y a un processus très méticuleux qui permet d'identifier les pauvres extrêmes. C'est un processus en 3 grandes étapes. Dans une première étape, nous allons dans les collectivités, nous organisons des assemblées villageoises. On en a fait à Godomé, dans tous les quartiers de Godomé. Cotonou, un peu partout, sur toute l'étendue du territoire national, avec les élus locaux, avec les centres de promotion sociale et leurs représentants, et avec les associations de développement. On les regroupe et c'est cette assemblée qui nous dit les ménages qui sont en situation de pauvreté ou de vulnérabilité dans le quartier. On recense, on prend les adresses, on prend les noms, on prend les contacts téléphoniques. Ensuite, on confie la liste à l'INSTAD, de l'Institut national de statistique et de démographie, qui a recruté près de 2000 enquêteurs pour parcourir tous les arrondissements, tous les quartiers, toutes les maisons indiquées sur la liste. On en avait plein, vous allez voir tout à l'heure les statistiques. Et l'INSAE a fait l'enquête dans les maisons pour aller évaluer la situation de pauvreté de ces ménages. Et ce qui nous a permis de calculer par la suite les scores de pauvreté pour dire « Ah, celui-là, au regard de ses biens matériels et de ses moyens de vivre, de subsistance et de la qualité de son habitat, etc., il est vraiment en situation de pauvreté extrême. L'État doit lui venir en aide. Par contre, tel autre est pauvre, mais n'est pas pauvre extrême. Ils ont également leurs conditions. Il y a d'autres qui ne sont pas du tout en situation de pauvreté, parce que quand vous allez chez eux, vous vous rendez compte que c'est une maison carrelée, électricité, eau, télé, ils ont une moto, etc. Ce n'est pas un pauvre extrême, ça. Parce qu'un pauvre extrême, en gros, ce qu'on retient comme critère, c'est quelqu'un qui a du mal à assurer un repas correct par jour. Parce qu'il se démerde, il s'arrange tous les jours, c'est la croix et la bannière pour avoir un repas. Ça, c'est vraiment un pauvre extrême. Celui-là, si tu es malade, tu n'as même pas encore trouvé à manger, il ne pourra pas se permettre de dire qu'il va dans un centre de santé pour se faire soigner. Et quand on a fait cette étape, on fait les calculs, on trie, on a la liste de ceux qui sont pauvres extrêmes, la liste de ceux qui sont pauvres non extrêmes et ceux qu'on ne considère pas comme des pauvres. On repart dans les villages. Et dans tous les quartiers, ça a été fait dans Cotonou, un peu partout, sur toute l'étendue du territoire national. On refait l'assemblée, cette fois-ci, avec toute la population concernée, pour dire, voilà, on était passé, vous avez indiqué des noms. On est venu enquêter, on s'est rendu compte que tel ménage, effectivement, sont en situation de pauvreté extrême. Par contre, tel autre, non. Et dans un débat, les gens vont nous dire, non, si vous conseillez tel ménage comme pauvre extrême, le second ménage que vous avez sorti là, ils sont dans la même situation. Vous pouvez aller voir, parce que nous, on sait. Et donc, de façon consensuelle, on peut racheter des familles. Comme il arrive dans les villages où ils disent, non, vous avez mis tel ménage dedans, c'est pas vrai. Leurs fils leur envoient tout le temps de l'argent, ils vivent bien. C'est eux qui nous prêtent de l'argent. Vous ne pouvez pas les considérer comme pauvres comme nous. Donc, il faut les sortir. Et on les sort de la liste. Donc, dans cet échange-là. Et comme ça, la liste devient une liste consensuelle pour le village et pour nous aussi. Donc, c'est une liste validée par la communauté. C'est pourquoi nous parlons de validation communautaire de la liste. Et vous savez, le processus a tellement pris du temps. Et ça a commencé en 2018 pour l'identification. On a malheureusement fini
à cause de Covid et d'autres paramètres, on a fini en 2022 complètement le processus. Mais à cette occasion, des gens qui n'étaient pas pauvres en 2018-2019 sont devenus pauvres. Et certains qui étaient pauvres ont vu leur situation s'améliorer. On a dû donc faire un ratissage complémentaire pour requalifier d'autres ménages éligibles dans notre base. Et ce processus en cours va être fini cette année probablement pour pouvoir actualiser la base et intégrer ceux qui sont devenus en temps pauvres pour sortir ceux qui ne sont plus pauvres au moment où nous parlons. Et après ça, on aura un registre social unique. Et un facteur important, c'est qu'il faut avoir fait son RAVIP pour être dans la base. Et deux, quand vous êtes dans la base et chez nous, vous avez votre carte d'identité nationale biométrique gratuitement offerte par l'État. En gros, quand on a fini, on s'est retrouvé avec 1 152 000 Béninois en situation de pauvreté extrême. Et on a 516 000 qui sont en situation de pauvreté non extrême. Quand on est en situation de pauvreté non extrême, l'État va vous accorder une réduction sur la prime d'assurance. Mais pour les 1 152 000, l'État offrira gratuitement aussi bien la carte d'identité nationale biométrique que l'assurance maladie dessus. Donc, il va falloir définir et valider par tous les prestataires le protocole de soins et la tarification des soins et maintenant convaincre tous les Béninois que c'est la meilleure façon de se faire soigner que de souscrire à une assurance maladie obligatoire. Parce que si vous êtes assuré, le jour où vous allez tomber malade, vous ne vous posez pas de questions. Vous allez aux soins, on va vous prendre en charge. Mais si ce jour-là, vous êtes malade, vous n'avez pas votre assurance et que vous n'avez pas d'argent dans la poche, vous allez mourir même de la peur que de mourir de la maladie elle-même. Parce que vous savez que vous êtes foutu à l'avance. Donc, il faut réaliser l'adhésion populaire pour réussir une extension de l'assurance maladie à toutes les couches. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour notre intervention? Merci à vous, Dr. Conan. Alors, c'est la phase des questions. Nous allons commencer par cette rangée. Voilà. Venez, s'il vous plaît. En fait, c'est de savoir, ok, bon, ce qui me vient tout de suite à l'esprit après votre présentation, c'est de savoir quel est le montant en fait de cette prime en fait. C'est vrai qu'il y a le panier de soins, je vois tout à l'heure 32 soins, mais je me dis est-ce qu'il y a un panier de base? Maintenant, dans ce panier de base, est-ce qu'il y a une complémentaire et quels sont les différents niveaux de tarification? Je pense que ça va être, ça sera tout. Alors moi, je m'appelle Jonas Fonseca. J'ai quelques préoccupations à vous adresser. Alors, je crois savoir que pour qu'une assurance maladie ou n'importe quelle assurance puisse marcher, il faut qu'il y ait un grand nombre de personnes qui puissent y participer. Donc, ma préoccupation, c'est le problème de l'informel dans notre système béninois. Puisqu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'informel, donc on ne sait pas ce qu'ils font exactement. Et donc l'État n'est pas en mesure de prélever des impôts sur eux. Alors comment est-ce que l'État qui ne prélève pas ses impôts sur eux va arriver à les prendre en charge? Je m'appelle Kamara François. Je me demande si ceux qui ne sont pas du pays, eux aussi peuvent profiter de l'assurance universelle. Et je me demande aussi à combien ça coûte. Ok, merci pour votre intérêt pour le sujet. Oui, montant de la prime. Bon, donc dans la loi, il est prévu que la prime serait fixée par décret pris en Conseil des ministres. Et c'est toujours sur la table du gouvernement, le décret de fixation des règles et des prix. Pour la phase pilote, nous avons calculé un coût du panier de soins de base. Et nous avons testé ça en phase pilote pour voir est-ce que sur le terrain, c'est ce que ça donne. En gros, le calcul était très juste. On est tombé sur le coût moyen qui était légèrement en dessous même du coût qu'on avait fixé. Mais on sait qu'avec le temps et l'engouement et l'accès à la consommation, ce coût peut évoluer légèrement par la suite. Et ça donnera peut-être au bout de 3-4 ans à des réagissements de prix. Le panier de soins de base, en réalité, c'est déjà presque ça. Mais ça, c'est les grandes pathologies. Sous chaque pathologie,
il y a plusieurs actes qui ne sont pas forcément listés ici. Et ce qui est en rouge et en bleu, c'est des choses qu'on n'avait pas testées dans la phase pilote, mais qui se sont révélées être des cas préoccupants pour les pouvoirs publics qui ont décidé, dans le cadre de la généralisation, d'intégrer ça dans le panel de soins de base. Les complémentaires existeront pour les affections non couvertes par le panel de soins de base, et ce serait totalement libre. Les assureurs peuvent le faire, les assureurs privés peuvent le faire, même l'agence publique peut décider de le faire si son conseil d'administration l'autorise à vendre des complémentaires en dehors du panier de soins de base. Oui, pour que l'assurance marche, il faut qu'un grand nombre de personnes participent, mais c'est le caractère obligatoire qui permet de réussir cela. Nous sommes dans un contexte particulier, vous l'avez très bien dit, les acteurs du secteur informel, qui représentent 94% de la population active du Bénin. C'est une grande préoccupation. On y a réfléchi, on a trouvé des stratégies pour les amener à souscrire à l'assurance maladie. Quand on a commencé le RAVIP dans ce pays, beaucoup rechignaient à aller faire le RAVIP parce qu'ils se disaient « Ah, ce serait une occasion pour nous prendre des taxes, ce serait une occasion… » Aujourd'hui, le RAVIP est incontournable pour la vie de tous les jours. Quand vous voulez faire n'importe quel acte, on vous demande votre RAVIP. Maintenant, on est en train de rentrer dans l'IFU. Certains actes, vous entendez obligatoirement aller chercher votre IFU. Et demain, certains actes vont vous obliger à aller chercher votre assurance maladie. En France, quand vous voulez prendre votre logement, on vous dit amenez votre fiche d'assurance maladie. Vous allez à la banque, on vous demande attestation de logement. Donc, tout est lié. Et mon cher ami François Gamavor, c'est une très belle question. Non, l'assurance maladie, généralement, couvre les gens sur le territoire national. Quand vous êtes au Bénin, vous prenez l'assurance maladie obligatoire de l'État, vous êtes couvert au Bénin. Si vous êtes à l'étranger, vous allez prendre l'assurance d'un autre pays. Maintenant, les assureurs privés peuvent vous vendre l'assurance dans le cadre de vos voyages à l'extérieur, etc. Mais l'assurance maladie qui est obligatoire, ça a valeur sur le territoire national. Et la question que je voudrais poser d'abord par rapport aux prisons, est-ce que cette assurance maladie universelle ira dans les prisons de façon à ce que, par exemple, soit on n'ait plus besoin de Bénin Excellence et de la Fondation pour les détenus, soit par exemple que le gâteau soit coupé en deux, que l'État décide de prendre en charge une partie et que des ONG comme les autres prennent en charge toute partie. Ça, c'est ma première question. La deuxième, c'est tu fais prendre en charge les soins des gens. Moi, j'étais parti sur une hypothèse qui s'avère fausse un peu. C'est que je me dis, si on soigne bien tous les gens de cette salle pendant 1 an, pendant 2 ans, a priori, il y aura moins de maladies et on va dépenser moins. Donc, je partais sur une diminution des frais, mais j'ai l'impression, en tout cas quand je regarde le cas des prisons, peut-être que c'est parce que les gens apprennent et viennent de plus en plus nombreux, qu'au contraire, le nombre de cas ne fait qu'augmenter dans le temps. Et donc, je ne sais pas le point de vue que vous pouvez avoir sur un sujet comme celui-là. Est-ce que finalement les gens vont tomber moins malades, qu'il y aura moins de cas dans les hôpitaux, ou on reste à voir tout le monde qui va venir au moins petit problème, et comment on peut gérer ça? Ma troisième question, je suis désolé d'en poser 3, c'est parce que c'est intéressant, c'est sur l'égalité homme-femme. Et c'est vrai que par exemple, les hommes n'ont pas à acheter des serviettes périodiques et que les femmes doivent en acheter, ce qui fait que pour une femme, il y a peut-être une certaine somme par mois à dépenser de plus que les hommes. Est-ce qu'éventuellement on pourrait penser à prendre en charge les serviettes périodiques pour les femmes de façon à ce que, d'une certaine façon, contribuer à leur santé tout en levant un peu pour l'égalité économique entre hommes et femmes. Voilà, merci beaucoup. Merci. Je suis Viviane Oké, je suis étudiante en 6e année de médecine à la FSS de Cotonou. Et cela correspond à ce qu'on appelle un stagiaire interné entre griffes, les rats des hôpitaux.
Donc, nous sommes au cœur de la prise en charge des patients. Et j'ai trouvé le sujet très intéressant et très pertinent. Alors, je voudrais vous demander pourquoi est-ce que les maladies chroniques comme le diabète et l'hypertension artérielle ne sont pas prises en compte dans le panier de soins, sachant que, par exemple, un adulte sur 4 au Bénin est hypertendu et avec le lot de complications qui va avec. Vous êtes d'accord avec moi, qu'on le veut ou non, cela porte atteinte au capital humain tant prôné par le projet H. En dehors de cela, du 21, de la pathologie 21 à la pathologie 24, il y a de cela quelques semaines que j'ai fini mon stage en chirurgie, tous les patients ont payé. Certains même, on a dû les garder dans les salles d'hospitalisation, bien que les soins soient finis, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de se prendre en charge. Alors, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les gens ne savent pas qu'ils ont droit à une assurance maladie? Ou, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ou est-ce que c'est dans les faits, sur les papiers, qu'on nous dit oui, il y a le projet H, et en termes pratiques, nous par exemple, vous avez quelqu'un qui est malade et vous ne pouvez même pas mettre le traitement adéquat, il ne prend pas les produits qu'il faut, et ça finit dans un tableau où on dit que les gens meurent au CNHU, le CNHU est un roi. Et bon, dans ce même ordre d'idée, je vais poser une question. Quand vous dites panier de soins, est-ce à dire les soins fournis par les médecins uniquement, ou est-ce à dire les produits aussi, y compris? Bon, j'ai aussi 3 questions. La première question. Est-ce que vous connaissez toutes les lois que vous avez citées tout à l'heure? Maintenant, la deuxième question. Quelle sanction est réservée pour ceux qui n'acceptent pas de payer les 80% qui leur reviennent? Et la troisième question. Est-ce que l'assurance maladie universelle couvre seulement les grands ou est-ce qu'elle couvre aussi les petits? Marie-Claire Bonou, consultant formateur en maladie des organisations. Je suis très heureux, après l'intervention de ma soeur, pour dire que l'assurance, c'est pour le renforcement du capital humain, essentiellement. Je crois que le docteur pourra nous confirmer que dans l'enquête qu'ils ont eu à mener auprès de ces ménages, ils ont pu identifier les maladies courantes là, qui attaquent ces ménages pauvres. La pauvreté est source de plusieurs maladies. Les maladies courantes, les AVC, par exemple, que je ne vais pas plus lire dans le panier de base là, et la tension, le diabète, c'est des maladies qui attaquent extrêmement une population, une couche très de la population. Je crois que le docteur pourra nous apporter quelques éclairages par rapport à ces maladies, peut-être qui ont été identifiées lors de leur enquête, mais qu'on n'a pas pu prendre en charge. La prise en charge des prisonniers, curieusement, on avait lancé un processus, mais qu'on a fini par arrêter pour 2 raisons. Tu sais, quand on a fait même l'enquête, on avait oublié les orphelins qui étaient dans les orphelinats, qui manquaient de prise en charge. Et on a été alerté par un cas à Ouiga où ils ont regroupé des étrangers et puis des orphelins handicapés à Ouiga quelque part. Et les sœurs nous ont dit, mais on a des enfants à charge qui n'ont pas de soins. Qu'est-ce que vous pouvez faire? On a été les enrôler, on leur a fait des cartes biométriques et aujourd'hui ils ont accès aux soins. L'assurance maladie garantit la prise en charge des actes et des médicaments. Donc, les consultations sont gratuites et les actes, analyses qui accompagnent toutes les pathologies sont prises en charge et les médicaments pour les soigner également sont pris en charge. Donc, ce n'est pas seulement les consultations ou les analyses, non, on donne jusqu'aux médicaments. Dans la phase pilote, on a acheté 100 millions de médicaments qu'on a mis à disposition de 7 communes pilotes. Mais il s'est posé un problème pratique sur le terrain, c'est la gestion des stocks de médicaments. Et vous envoyez des médicaments, un lot de médicaments dans une formation sanitaire qui ne reçoit presque pas de malades au bout de 2 mois.
on vous dit que les médicaments sont périmés. Et du coup, on a été obligé de leur dire, bon, cédez les médicaments aux autres patients qui viennent, qui ne sont pas forcément notre cible, qui ne sont pas assurés, et ça nous a posé problème de comptabilité par la suite. Aujourd'hui, ce qu'on a décidé de faire, on met une avance financière à la disposition des centres de santé. Parce que c'est très facile, quand les malades viennent, ils disent, ah, on n'a pas de médicaments pour vous soigner, allez ailleurs. Donc, on a dit désormais, on vous donne l'argent, vous avez l'argent en compte, et vous vous approvisionnez en continu en fonction de vos besoins. Comme ça, le problème est en partie réglé. Maintenant, il restera la qualité de la gestion de nos ressources. C'est des ressources dédiées à l'acquisition de médicaments à donner à nos assurés. Pour qu'on ne leur dise pas, va chercher toi-même le médicament. Non, c'est le centre de santé qui doit lui fournir le médicament. Donc, on a commencé un processus. On a rencontré le directeur de l'agence pénitentiaire. Et rentrer dans les prisons pour aller, nous, on ne prendra en charge que les pauvres et les pauvres extrêmes. Dans les prisons, il y a des prisonniers qui ont les moyens de se faire prendre en charge et on ne s'occupe pas d'eux. Donc, il va falloir aller faire l'enquête minutieuse à l'intérieur de la prison pour identifier ceux-là. Ça nous posait problème. Et deuxième chose, ils nous ont avoué qu'ils reçoivent une dotation de la part de l'État pour une petite infirmerie et médicaments et que les cas graves sont transférés au CNHU. Et c'est ça qui leur pose un peu problème. Nous, on s'en est référé au ministère pour dire qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là pour pouvoir faire notre enquête au sein des prisons pour offrir l'assurance maladie gratuitement aux prisonniers dans le besoin. Les autres, leur famille peut se charger de leur offrir l'assurance maladie, ils vont se faire prendre en charge. Bon, maintenant, je n'avais pas l'information que votre ONG offrait des médicaments dans les prisons pour les soulager. Là, vous pouvez bien collaborer avec l'agence pour voir ce qui est possible et pour trouver des mécanismes de complémentarité pour l'efficacité de l'action. L'État aussi a mis en place des dispositifs. Automatiquement, quand les patrons iront payer les cotisations sociales à la CNSS, ils doivent payer l'assurance maladie en même temps à la CNSS pour leurs salariés. Oui, l'assurance maladie pour les petits. Dans la phase pilote, on avait mis même l'accent sur les enfants, les femmes, les hommes avec quelques pathologies seulement prises en charge. Mais on avait mis l'accent pour beaucoup de pathologies, c'était destiné d'abord prioritairement aux enfants. Parce qu'il y a des affections qui peuvent tuer les enfants, mais qui ne tuent pas les adultes. On a dit, ah, on met ces affections dans le panier de soins. Et après, on a dit, bon, pour que les centres de santé disent, ah oui, mais il a 17 ans, il a 16 ans, on ne sait pas s'il faut le prendre en charge ou pas. L'État a dit, bon, on voulait ça à tout le monde. Et on a refait les calculs, on a dit, ok, c'est pas grave. Les adultes, ils ne sont pas nombreux à en souffrir, on peut les mettre dans le lot et c'est gérable. Et oui, c'est la fin de cette conférence et il n'est plus nécessaire de demander si vous avez aimé. À travers les questions, nous avons compris que vous avez réellement aimé cette conférence. Et nous disons simplement merci à notre conférencier, à nos dirigeants de l'ONG Excellence et de la Fondation Vallée qui ont initié cette conférence et qui nous permis de découvrir beaucoup sur l'assurance maladie universelle pour Bénin. Merci à chacun et à tous et on se dit à très bientôt. Merci. Salut l'ami, comment ça va? Bienvenue à Bénin Excellence. On a des livres, fais de ton choix pour peaufiner tes compétences. On a des livres de la culture, de la jeunesse et de la science. T'inquiète pas, tout est gratuit.